Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel atelier JDR sur la chaîne Le Bon MJ. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment faire jouer le bac à sable. La dernière fois, on a vu comment poser les fondations d'un bac à sable. On n'a pas créé un bac à sable entier. On a créé un petit donjon, on a créé des petits trucs dans l'atelier JDR. Je vous invite à aller voir les épisodes précédents. Là maintenant, ça va être un peu différent. On va pas tellement créer des trucs, on va se demander comment faire tourner le bac à sable finalement. Ça va plus être des outils sur qu'est-ce qu'on peut faire pendant la partie pour continuer à faire vivre une campagne. Je rappelle que ces vidéos Atelier JDR sont permises par les tipeurs qui soutiennent la chaîne, que nous remercions. Remerciez-les et rejoignez-les. Si vous découvrez la chaîne, ici on parle de jeux de rôle. Alors si vous aimez le jeu de rôle, n'hésitez pas à vous abonner. Donc qu'est-ce qu'on va faire exactement? Je vais vous présenter 4 trucs qui sont pas révolutionnaires, mais mine de rien, je pense qu'il y a pas mal de débutants que ça va pouvoir intéresser. Et on va essayer de prendre des exemples un petit peu illustrés. Donc, sans plus attendre, allons-y finalement. Ok, donc ça c'est un bac à sable. C'est un schéma de bac à sable hyper simple. Alors, je l'ai formalisé comme ça, mais quand on essaye de formaliser, on est toujours en train de formaliser un truc abstrait. Parce que le jeu de rôle, c'est dans l'imaginaire. Vous pouvez faire des cartes, vous pouvez inventer des personnages, mettre des illustrations, faire tout ce que vous voulez. Ça ne représentera jamais ce qu'est vraiment une partie de jeu de rôle. Donc, voici une représentation assez simple d'un bac à sable, où ici nous aurions, mesdames et messieurs, nos PJ, un groupe de personnages joueurs. Alors on est plutôt sur de l'aventure, hein, on va pas se le cacher. On a nos PJ, on a réfléchi à quelques factions, vous voyez, là il y a des bandits. Alors le fait qu'on en ait fait une faction, c'est que dès le début de notre bac à sable, on s'est dit, ça va être des gens quand même assez importants, ça va pas juste être les bandits de la rencontre aléatoire, etc., quoi, qu'on fracasse au coin d'une ruelle. On a mis des elfes, voilà, des elfes qui, très certainement, on va leur donner des objectifs après. Je me rends compte qu'il leur faut des petits objectifs. Et puis, il va y avoir un ordre de paladins, voilà. Et finalement, on a un big bad guy, un petit peu, c'est le Necro King. Le Necro King. Lui, c'est un big bad guy. Ok? On est sur un truc très très simple. Et on a aussi décidé de foutre un artefact type Excalibur qui sera au centre des tensions de notre bac à sable. Quand vous commencez à jouer le bac à sable, vous préparez pas tout. Vous voulez savoir à peu près ce que c'est la situation des PNJ, le cadre dans lequel ils vont apparaître. On va dire qu'au début, ils sont dans un petit village, et puis voilà, il y a des petites quêtes rigolotes. Ok? Ils sont pas encore en contact avec les factions type bandits, elfes, paladins et le Necro King. Donc les PJ, on sait pas forcément ce qu'ils veulent, on va partir du principe qu'ils ont envie de partir à l'aventure, vous voyez. Et on va voir si ils s'accrochent à des enjeux, à des trucs qui pourraient arriver. Les factions, elles, qu'est-ce qu'elles pourraient faire? On pourrait dire que les bandits veulent prendre le contrôle, rien de bien fou, prendre le contrôle de la région dans laquelle on va jouer. Hop, ils veulent du pouvoir, des richesses. C'est un peu le pendant mauvais des PJ. Finalement, les PJ, quand c'est des aventuriers, en général, eux aussi, ils sont ambitieux, ils ont envie de réaliser leurs rêves, et pour ça, ils ont besoin de plus de pouvoir et de richesse. C'est un peu le trope un peu de pas mal de bac à sable. Alors après, chaque personnage joueur va développer un caractère pour son personnage, etc. Mais quand on joue des aventuriers, c'est un peu ça l'idée quand même, on va pas se le cacher. Mais eux, c'est plutôt le pendant bon, en général. À moins qu'on ait décidé de jouer une campagne où nos PJ, ils sont là juste pour foutre le sbeul. En général, eux, ils essayent d'aider les gens et d'être récompensés en retour. C'est la tendance générale du groupe. Et à côté, ils vont avoir leurs objectifs personnels, peut-être. On a mis une faction d'elfes. Les elfes, en général, c'est le statu quo. Hein. Alors, il y a le fameux trope hyper original de dire que les elfes sont les méchants, mais est-ce que c'est encore original de faire ça? Donc nous, on va faire encore plus original, on va dire que les elfes, c'est les gentils. Je trouve que c'est plus original aujourd'hui. Mais enfin, gentils. On va voir que dans notre campagne, on va essayer de mettre des nuances de gris dans chacune de ces factions et qu'elles vont pouvoir évoluer pour que ça reste intéressant. Mais eux, ils sont plutôt statu quo, les elfes, on va dire. Et les paladins, eux, ils veulent créer une sorte de domination. Donc, c'est-à-dire que eux, ils veulent contrecarrer les bandits d'une certaine manière. Ces bandits qui sont arrivés dans la région depuis quelques temps et qui essayent de foutre le sbeul, justement, les paladins, eux, ils veulent les en empêcher et non seulement préserver l'ordre installé par la civilisation, mais même en augmenter encore le pouvoir. Et peut-être qu'ils vont avoir des dérives. On ne sait pas, on ne sait pas. On sait qu'il y a ces factions. On sait aussi, au début de notre campagne, qu'on va mettre une rumeur type Excalibur. On va dire, vous voyez, pour mettre un petit peu de lore en fond, mais ce ne sera pas tout de suite accessible à nos PJ. On leur a dit, voilà, par le passé, il y a eu un puissant empire qui s'est effondré. Et le roi qui avait permis d'amener cette paix, ou la reine, peu importe, a pu le faire grâce à une épée qui a été perdue. Et on ne sait pas où elle est dans la région. Vous voyez ?
Maintenant, la région est retombée un petit peu dans l'état sauvage. Il y a un ordre de paladins qui essaye de rassembler les villages et de recréer cet ancien empire, de rallier les peuples perdus de la région. Il y a les elfes qui, eux, surveillent les ruines effondrées de la région et essayent de faire en sorte qu'on ne réveille pas le mal qui a vu l'effondrement de cet empire. Et il y a les bandits, eux, qui, pour s'en sortir, essayent de tirer leur épingle du jeu, se rassemblent et proposent une alternative aux paladins, une alternative un petit peu plus anarchique. Malheureusement, ils en viennent parfois à la violence. Et il y a une escalade de la violence. Bref, voilà notre bac à sable. Et on a notre beat bad guy qu'on n'a pas encore révélé, qui sera évidemment le Necro King ou la Necro Queen, qui est la personne de l'Ancien Empire qui avait amené la paix et qui finalement aura été corrompu, aura disparu, perdu son épée, bref, on s'en fout. C'est un exemple. Et donc nos PJ, en fait, au début, ils sont pas nécessairement conscients de tout ça, on leur fait du foreshadowing, on leur parle du passé. Donc ça, le premier outil que vous pouvez faire pour faire dynamiser un peu votre bac à sable et lui donner un peu de cohérence et un peu de sens, que ce soit pas juste des quêtes random, c'est installer une sorte de quelques bases de lore, et ça va vous donner du foreshadowing. Et vous n'allez pas vous contenter de le faire au début de la campagne, mais aussi pendant. Donc le foreshadowing, en gros, c'est l'idée de montrer des indices de choses qui pourraient se passer ensuite, des indices de l'existence de trucs, et qui vont amener vos PJ à vouloir entreprendre un gameplay un petit peu d'enquête, et se rendre compte qu'il y a des secrets à découvrir, et du coup, attiser leur curiosité, et donc dynamiser votre campagne. Vous leur donnez pas toutes les infos sur l'univers, vous leur donnez pas un truc de 50 pages, etc., avec toutes les infos sur l'univers. Vous leur donnez des petits morceaux de lore comme ça, qui vont découvrir au fur et à mesure, mais aussi en amont de la campagne. Tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, en dehors du Necro King qu'on peut garder un peu secret, ça peut être annoncé comme étant les mythes et légendes de la région et les grandes factions connues de la région dès le début de la campagne. C'est du foreshadowing, et ça va amener les PJ avoir des indices sur la suite. Donc ensuite, nos PJ, on va pas faire le détail, il pourrait y avoir, vous voyez, plein d'autres sous-factions, vous voyez, des petits trucs, des petites aventures, des petits machins, qui peuvent prendre de l'importance d'ailleurs par la suite. Vous allez continuer à garnir votre bac à sable au fur et à mesure, hein, évidemment, mais on va se passer de ces détails-là, ici on est là pour l'exemple. Donc les PJ, eux, au début, ils fonctionnent un peu ils découvrent des petits trucs, vous voyez, ils découvrent des petits trucs, ils interagissent pas forcément directement avec les grandes factions et tout. Et au travers de ces petites interactions qu'ils vont avoir, des sortes de petites quêtes qu'ils vont avoir, peut-être ils vont avoir du foreshadowing qui va les mener vers les autres factions ou vers l'existence de cette fameuse Excalibur. Ils vont rencontrer un érudit qu'ils vont sauver, qui s'est fait attraper par des ogres. Ils vont le libérer des ogres, et l'érudit va dire « Oh, j'étais parti à la recherche de l'épée Excalibur !» L'épée Excalibur, mais de quoi s'agit-il? Et il va leur reparler du mythe qu'on a posé au départ, et en montrer un autre aspect. Par exemple, les paladins essayent de retrouver Excalibur, mais ils ne savent pas ce qui les attend. La légende dit que Excalibur a corrompu le Nécro-Roi par le passé. Ou plutôt le roi, parce que sinon on dit tout de suite qu'il y a un Nécro-Roi, aurait corrompu l'empereur. Il ne faut surtout pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Vous voyez, des trucs un peu comme ça. Peut-être qu'il y a une quête qui va les mener à aller sauver quelqu'un ou à aller retrouver un truc, et qu'il aura été piqué par un lieutenant de la faction des bandits, et qu'ils vont comprendre que la faction des bandits... Enfin, il n'y a pas juste un petit groupe de bandits, mais qu'en fait les bandits, c'est une faction, justement. L'ensemble des bandits sont liés et organisés. C'est véritablement une mafia à l'échelle locale. Donc ça, c'est le foreshadowing. C'est votre premier outil. C'est que vous avez des trucs que vous voulez faire découvrir plus tard, vous les amenez pas tout de suite, vous mettez des indices de leur existence. C'est pas plus compliqué que ça. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va donner, comme on le disait, du sens à votre campagne. Ça va... Le fait d'essayer, à chaque fois qu'il y a une nouvelle situation qui se pose, de se dire « Ah, est-ce que je pourrais pas connecter un petit peu un des trucs de ma toile de fond, de trucs que j'ai préparés, mais pour plus tard? Est-ce que je peux pas mettre un indice de l'existence de ça pour créer petit à petit et naturellement de l'intérêt pour ces trucs-là, sans forcer mes joueurs à tomber dessus ?» C'est le foreshadowing. Le foreshadowing, qu'est-ce qu'il doit montrer? Il doit montrer que, aussi, il peut montrer l'existence de factions, etc. Mais il peut montrer l'existence de fronts. Alors les fronts, c'est un concept un petit peu introduit par les jeux Powered by the Apocalypse. Les fronts, c'est l'idée d'amener du dynamisme dans votre campagne, et en gros de challenger les joueurs s'ils ne font rien. Le front, en fait, avance quand on ne prend pas la peine de l'empêcher d'avancer. Ça doit amener vos PJ à vouloir interagir avec le monde, à prendre des décisions de quel danger, quel truc ils veulent empêcher, en fait.
s'il y a un front, c'est les paladins, et on se dit, les paladins, ils vont chercher à dominer la région en retrouvant Excalibur. Si les PJ ne font rien, progressivement, par cran un petit peu, les paladins, ils vont avancer vers cet objectif de récupérer Excalibur si les PJ ne font rien, et vont finir par la récupérer et essayer d'asseoir leur domination sur la région. Les elfes, eux, ils veulent aussi retrouver Excalibur. On va partir du principe que tout le monde veut retrouver Excalibur ici. Pourquoi eux, ils veulent retrouver Excalibur? C'est pour la récupérer et l'emmener dans un endroit secret dont seuls les elfes ont le secret, genre les îles à l'ouest des terres, de la terre du milieu. Ils veulent emmener cet objet dangereux, l'isoler et faire en sorte que personne ne le retrouve pour voilà, que les erreurs du passé ne se reproduisent pas. Trop hyper classique. Et les bandits, eux, ils veulent trouver Excalibur un peu comme les paladins, mais ils veulent l'utiliser non pas pour amener l'ordre, etc., mais pour asseoir leur domination et assouvir tous leurs désirs. Alors évidemment, dans chacune de ces factions, vous pouvez créer des sous-objectifs, vous pouvez décliner les factions en plus petites factions. Typiquement, parmi les elfes, il peut y avoir un traître qui, lui, veut récupérer le truc pour asseoir sa domination. Parmi les bandits, il peut y avoir des disputes entre les chefs des bandits, etc. Mais vous, la manière dont vous allez le formaliser dans votre tête, pour pas trop vous submerger d'informations, plutôt que de créer un front par PNJ, et chaque PNJ, il a un objectif, et ça crée un front, etc. Non, là, vous allez vous perdre, vous n'allez pas faire ça. Le front, c'est un outil d'abstraction. Vous n'êtes pas obligé d'en faire un truc de gameplay hyper invasif auquel vous devez tout le temps penser, tout traquer, etc. Vous voulez en avoir quelques-uns. C'est plutôt une manière de réfléchir, en fait. Et en gros, l'idée, c'est que si les PJ ne font rien, qu'ils se contentent de faire des petites quêtes, etc., mais ce qui ne devrait pas être le cas si vous faites du foreshadowing, parce que finalement, ils vont se rendre compte des fronts qui avancent, et ils vont se rendre compte que s'ils ne font rien, bah, la région, ils vont perdre tout contrôle de la région. Le foreshadowing, ça va les amener à s'intéresser aux factions et à se rendre compte des objectifs de ces factions et à réaliser que s'ils ne font rien, ces factions vont avancer. Donc ça, le front, c'est un autre moyen de formaliser le fait que votre bac à sable soit dynamique. Alors vous pouvez le formaliser de manière plus ou moins concrète en fonction de vous, et le mécaniser aussi en fonction de vous, votre manière de jouer. Vous pouvez être très mécanique, dire par exemple les paladins, ils ont 5 crans pour réussir leur truc, on va dire. À partir du 5e, ils se rendent dans le final dungeon pour trouver Excalibur, ils savent où il est. Peut-être que leur premier front, c'est ils recrutent. Et peut-être que vous vous dites, à chaque session, ils avancent sur leurs objectifs. Peut-être que leur premier objectif, c'est recruter. Les paladins ont besoin de plus de monde. Donc, session 1, on se rend compte dans le village que les paladins passent et ils font nous avons besoin du premier fils de chaque famille pour qu'il rejoigne l'ordre des paladins. Et si les PJ ne font rien, ils auront recruté et les paladins seront montés en puissance. Session 2, si les PJ ne font toujours rien, vous dites ensuite ils vont pénétrer dans les terres maudites qui cachent Excalibur et commencer à fouiller la région. Si les PJ ne font rien, les paladins continuent de faire ça. Session 3, ils vont aller affronter les bandits. Ils vont aller affronter les bandits parce qu'ils vont se rendre compte que les bandits, on pourrait dire qu'en miroir, les fronts des bandits, c'est à peu près la même chose. Et si les PJ ne changent rien au cours des choses, à la 3e session, les bandits, eux aussi, seront dans la forêt et il y aura un conflit entre les paladins et les bandits. Si les PJ ne font rien, c'est à vous de décider qui a gagné, les paladins ou les bandits. Ou alors, vous en remettez au hasard. Vous pouvez aussi faire ça, vous jetez un D6, hop, 1, 2, 3, les bandits ont éliminé les paladins, 4, 5, 6, les paladins ont gagné. Là, j'ai fait un 5. Donc les paladins ont gagné. Les bandits ont été boutés hors de la forêt. Les paladins continuent leur progression dans la forêt si personne ne fait rien. Etc., jusqu'à ce que vous arriviez un peu à l'objectif ultime des paladins. Vous mettez du hasard comme vous voulez. Ensuite, mécaniquement, la manière de gérer ça, vous allez être obligé de vous adapter. Sinon, si c'est trop mécanique, justement, à un moment donné, vous allez perdre en souplesse. Donc le front, c'est une sorte de manière, si vous voulez, d'avoir un plan de départ pour vos factions. C'est vraiment ça l'intérêt fondamental du front et qui va créer de la dynamique. Donc les fronts, c'est un outil qui vous permet de savoir ce qui va se passer si les PJ ne font rien, à quoi les PJ doivent réagir. Maintenant, un autre outil dynamique pour votre campagne bac à sable, c'est les vases communicants. Les vases communicants, c'est l'inverse des fronts. C'est la philosophie inverse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand les PJ font des choses? Il faut que les PJ puissent réagir au monde qui change. Peu importe ce qu'ils font, le monde va changer d'une manière ou d'une autre. S'ils ne font rien, il va changer. Mais s'ils font des choses, le monde va changer aussi. Les vases communicants, c'est l'idée que si nos PJ décident, si les PJ
élimine la faction des bandits d'une manière ou d'une autre, les vases communicants, l'idée, c'est que la puissance des autres factions va être augmentée. C'est comme ça que je le formalise. Les bandits perdent en importance dans la campagne. Ou en tout cas, leur front a été arrêté par les PJ. Leurs plans ont été mis à bas, alors ça peut prendre plein de formes, ça tombe, les bandits se seront ralliés aux PJ, les PJ auront pris le leadership chez les bandits, on va pas aller dans les détails, mais l'idée c'est que au début vous avez plusieurs factions qui bougent et qui sont d'importance à peu près égale pour vous dans votre campagne. Dès lors qu'il y en a une qui a été traitée d'une manière ou d'une autre, les autres vont prendre plus d'importance. En fait, vu que l'attention des PJ s'est portée sur un problème, les autres fronts auront pu avancer. Alors, ils n'auront pas avancé de la même manière, puisque comme on l'a dit, une fois que les bandits sont éliminés, les paladins n'ont plus à éliminer les bandits. Et donc, leur progression va accélérer. Donc, peut-être que le front paladin qui doit trouver Excalibur, il va accélérer. Ils vont sauter une étape et ils vont vraiment être proches de récupérer Excalibur, vous voyez? C'est ça le principe des vases communicants. C'est aussi le principe, entre guillemets, la théorie du vide, ou je ne sais plus comment on dit. L'idée que dès lors qu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir, si vous l'éliminez, il y a quelqu'un qui le remplace. Bah, c'est un peu la même idée. Donc, vous éliminez les bandits, boum, les paladins montent en puissance. Ça crée une vraie dynamique dans la campagne et ça permet de aussi faire remonter les enjeux. Si vous ne faites pas ça, si à partir du moment où on a éliminé les bandits, les paladins, ça ne leur permet pas de devenir plus forts, il peut y avoir ce truc un petit peu de tension qui décline au fur et à mesure de la campagne. Alors ça peut être voulu, vous pouvez décider de jouer comme ça, mais en général, moi j'aime bien qu'au contraire la tension monte. Donc quand on a éliminé une faction, les autres factions montent en puissance, deviennent encore plus omniprésentes. Les PJ ont fait un choix cornélien. Qu'est-ce qu'on doit faire? De quel front on va s'occuper? Ils ont fait ce choix. Effectivement, ils ont éliminé les bandits, mais ça a des conséquences. Les paladins sont montés en puissance pendant ce temps-là. C'est schématique. C'est un peu bourrin comme je vous le présente. Vous pouvez nuancer. Mais c'est un bon outil à avoir en tête, je pense. Le quatrième outil, c'est le pouvoir. Pouvoir égale tension. Lorsque vos PJ montent en puissance, les enjeux qui peuvent affecter les PJ montent en puissance également. Si les PJ récupèrent Excalibur très tôt dans la campagne, ils deviennent l'ennemi numéro 1. Si les PJ ils commencent à construire leur petit bastion, vous voyez sur les marches du royaume, ils créent leur petit... voilà, ils ont amélioré le village de base en faisant des petites quêtes et tout. Maintenant, ils ont des objets magiques, ils ont de l'influence dans la région, etc. D'un seul coup, ils deviennent plus importants et les enjeux montent. Ils se contentent plus d'être des aventures à la petite semaine, on commence à venir les voir, à leur demander leur avis pour certaines choses. On veut peut-être les éliminer, on les craint. Ça, c'est un bon moyen d'équilibrer la montée en puissance des PJ et de montrer que tout a des conséquences. Si tu gagnes en puissance, tu gagnes en responsabilité. Plus tu as du pouvoir, plus tu as des responsabilités, plus ça devient difficile de gérer ces responsabilités, et plus tu cours le risque de perdre ce pouvoir. Moi, je pense qu'il faut que ce soit une réalité. J'aime pas trop les campagnes où juste de manière linéaire, on devient de plus en plus fort. On devrait pouvoir, à mon avis, retomber dans la boue et remonter. Tout est possible. C'est pour ça que je ne suis pas tellement partisan des jeux qui font une montée en puissance, on va dire, via des niveaux. Alors, ça ne me dérange pas un jeu à niveau en soi intrinsèquement, mais c'est pas juste from noob to demi-god, vous voyez. C'est from noob to je monte niveau 2, donc je gagne plus 1 de dégâts, mais surtout, je trouve des objets magiques, je m'allie avec des factions. C'est plutôt l'histoire qui doit faire la montée en puissance et en enjeu, pour moi, du PJ, et on ne doit pas hésiter, si la situation l'exige, à faire retomber nos PJ à 0. Parce que s'il y a ce risque de retomber à 0, tout devient plus concret. Si une fois que j'ai trouvé Excalibur, on peut me la voler, les enjeux changent complètement. Je ne suis plus en train de chercher Excalibur, je suis en train de protéger Excalibur, ou de me demander à quelle faction je vais la donner. Si je ne veux pas porter la charge d'avoir Excalibur, si je ne veux pas porter la charge de l'anneau unique, vais-je la donner à Faramir? Vais-je la donner à Sam Gamgee le Brave? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vos PJ montent en puissance, la tension se tourne vers eux. C'est ça un peu la dynamique. Et ensuite, on a un peu laissé tomber notre Necro King ici. J'aime bien, personnellement, avoir toujours une faction un petit peu en retrait dans la campagne qui finit par arriver. Dans la campagne des Genesis, dont vous pouvez aller voir le récap sur la chaîne, c'était les chasseurs. Ils arrivent un petit peu plus tard dans la campagne pour créer de la surprise, entre guillemets. Donc le Necro King, c'est le mec qui avait Excalibur à la base, et c'est le big bad guy, vous voyez, c'est Sauron, on s'en fout. Ça peut être n'importe quoi d'autre, ça peut être toutes sortes d'autres factions. Là, c'est un exemple. Le Necro King, il n'est pas là tout de suite. Vous avez fait une sorte de fusil de Tchekhov.
fusil, je sais plus comment on écrit Tchekhov. Tchekhov, je crois que c'est comme ça. C'est une sorte de fusil de Tchekhov, on en a parlé au tout début de la campagne, et il y a eu d'autres histoires qui en ont parlé, et vos PJ, en vrai, en termes de tropes de fantasy, ils comprendront très vite, on s'en fout si c'est cliché, que potentiellement le Necro King peut revenir. Mais en gros, c'est l'ancien empereur, et on en parle dès le début de la campagne, en mode c'était l'ancien empereur, c'est lui qui avait amené la paix, il a disparu aujourd'hui. Il peut faire son comeback, en fait. C'est un élément qui peut faire un comeback plus tard. Alors, c'est un terme emprunté au cinéma, le fusil de Tchekhov. Ça s'applique pas à 100% en jeu de rôle. Vous pouvez pas faire que des fusils de Tchekhov dans un jeu de rôle. Sinon, à mon avis, c'est que c'est un peu scripted. Mais ce genre de big faction flottante, c'est le truc que vous allez amener à un moment pour casser la prédictibilité de la campagne. Parce que, au bout d'un moment, on commence à comprendre cette dynamique. Vos PJ, ils éliminent une faction, ils n'ont pas le temps de s'occuper d'une autre. Ils se doutent bien que cette autre faction, vu qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper, elle va faire avancer ses plans, etc. Et donc ça peut devenir un peu trop mécanique, vous voyez ? Cette manière de réfléchir. Les fronts, les machins, les trucs. On peut commencer à voir les grosses ficelles. Alors le Necro King, on va pas se cacher que c'est une grosse ficelle aussi. Hein. Mais son objectif, c'est de venir péter le statu quo. Une fois que le Necro King, une autre menace, une autre faction entre dans le game, vous renouvelez complètement les enjeux de votre campagne. Parce qu'à ce moment-là, les paladins qui hier étaient peut-être les ennemis des PJ peuvent devenir les alliés de circonstance pour faire barrage face au Necro King et l'empêcher d'obtenir Excalibur. Vous allez faire une alliance. J'adore voir à chaque fois le gribouillis au fur et à mesure qui évolue. Donc vous pouvez avoir comme ça des événements flottants. Des événements flottants, des factions en retrait qui peuvent arriver pour bouleverser le statu quo. À chaque fois que vous faites ça, ça peut à la fois prolonger votre campagne, mais aussi l'accélérer. Et en gros, ce que vous voyez, c'est que en faisant ça, on a pas mal mis de responsabilité entre les mains de nos PJ dans cette campagne. On n'a pas décidé d'une écriture à l'avance de la campagne. La seule chose qu'on a prévue, en réalité, c'est les fronts. C'est qu'est-ce qui se passe si les PJ ne font rien. Et je pense que c'est la base du truc. Alors vous n'êtes pas obligé de faire un agenda complet de toutes les factions et d'écrire toute l'histoire, parce que sinon vous allez devoir faire des mises à jour de fous malades à chaque fois que les PJ vont faire un truc. Vous avez juste quelques fronts, quelques lignes tracées, quelques idées dans votre tête de ce qui pourrait se passer si vos PJ ne font rien. Et ensuite, la responsabilité leur incombe de faire pas mal de choses. Ils doivent interpréter les indices que vous avez mis avec le foreshadowing et prendre des décisions en fonction. Ils doivent comprendre que s'ils ne font rien, les fronts vont avancer et voir s'ils veulent faire quelque chose. Ils vont se rendre compte qu'il y a plusieurs problèmes à gérer et que lorsqu'ils décident de gérer un problème, une faction, boum, par vase communicant, ils ont laissé une autre faction avancer. Lorsqu'ils commencent à monter en puissance et que les problèmes viennent à eux désormais, parce qu'ils deviennent des acteurs importants du bac à sable, la tension monte et donc c'est à eux de voir comment ils gèrent cette acquisition du pouvoir et comment ils gèrent le pouvoir qu'ils ont acquis. Le fait qu'ils retombent au fond du trou ne met pas fin à la campagne. Si on vient les tabasser, leur prendre Excalibur, ils vont devoir retrouver un autre moyen de reprendre le contrôle de la situation et d'arrêter ceux qui leur ont volé Excalibur. Donc peut-être qu'ils vont s'allier avec une faction avec laquelle ils n'avaient pas envie de s'allier au début et ça va créer des trucs cool. Bref, voilà comment moi je formaliserai un petit peu la dynamique d'une campagne. Alors je me suis pas chronométré d'habitude je me chronomètre parce que je crée vraiment un exemple devant vous. Mais là j'avais envie de parler un peu plus, de faire une sorte de suite au premier épisode d'Atelier JDR qui était comment préparer une campagne, poser les fondations d'une campagne bac à sable. Je vous invite à aller le voir. Je vais m'arrêter là parce qu'on a déjà exposé pas mal de concepts que si vous connaissiez pas, je pense, vont vous remuer le cerveau. Moi, c'est ce que ça m'a fait lorsque je les ai découverts au fur et à mesure, notamment en lisant des jeux Powered by the Apocalypse. Donc on va se laisser là. J'espère que ça va vous aider à mieux comprendre comment, pour qu'une campagne soit dynamique, vous n'êtes pas obligé de tout prévoir, de prévoir scénario 1, 2, 3, 4, 5 comme un film, mais que vous pouvez prévoir plutôt des manières dont les éléments que vous avez prévus vont réagir en fait. C'est vraiment ça l'objectif. Et des éléments aussi pour pousser vos PJ à agir. Si vous avez une idée pour un prochain atelier JDR, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires. Si vous aimez ce format d'atelier JDR et plus globalement tout ce qui se fait en ce moment sur la chaîne, c'est-à-dire presque même à chaque fois quasiment 2 vidéos par semaine, n'hésitez pas à aller sur Tipeee pour soutenir, c'est vraiment important. C'est ça qui permet à tout ça de se faire et de fonctionner correctement. Parce que faire plus de vidéos, ça demande plus de temps, tout simplement. J'espère que ça vous est utile. Vraiment, si vous avez des idées pour des ateliers, n'hésitez pas à les passer. Ce que je peux vous proposer, parce que c'est pas toujours simple dans un vacuum from nowhere, ex nihilo,
avoir une idée de ce qu'on voudrait voir dans un atelier, c'est de proposer des thèmes, de proposer tout et n'importe quoi. Parce que finalement, il y a plusieurs manières d'approcher les vidéos ateliers JDR. Il y a soit, comme on l'a fait aujourd'hui, une approche un petit peu plus, j'essaye de vous présenter un concept que vous connaissiez ou pas, sous un nouvel angle avec un exemple. Mais parfois, juste le fait de faire un exercice, si moi, demain, je dois, je sais pas, faire un scénario de SF, j'en sais rien, avec 2-3 idées que vous mettez dans les commentaires, ça va me créer des contraintes qui vont me faire l'exercice, qui vont m'amener à réfléchir. Et je pense que ça peut être intéressant, en fait, tout simplement de voir comment des gens préparent. Parce que finalement, on se retrouve souvent seul quand on prépare, et on n'a pas énormément d'exemples. On peut avoir des trucs qui nous sont expliqués dans des bouquins, mais ça reste assez abstrait. Donc cette exemplarité peut faire émerger des idées, de l'inspiration. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à aller sur le Tipeee, à venir sur le Discord pour discuter tout ça. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur le Bon MJ pour un futur atelier JDR, un futur FAQ, un futur whatever. Bye.